Et le président de l'éveil océanien, Melakulo Tukumuli, est notre invité politique. Bonsoir. Bonsoir Thérèse-Auréa. Vendredi, au lendemain des manifestations, vous avez fait un communiqué. Vous dites « Notre pays est devenu une poudrière ». Est-ce que vous voulez dire qu'il est en train de s'enfoncer dans une crise plutôt inextricable? Bon, déjà, quand je regarde les images, Thérèse-Auréa, je ne peux pas m'empêcher d'être triste, parce que je pensais que ces images appartenaient définitivement au passé. C'est notre quotidien aujourd'hui et ça a l'air presque normal. J'en suis triste. Alors, est-ce que c'est une crise politique? Oui. Est-ce qu'elle est inextricable? J'ai envie de répondre non. Pourquoi? Après la grotte d'Ouvéa, en 1988, on pensait qu'on avait atteint le point de non-retour. Au contraire, c'est ce qui a permis de sortir un accord. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les conditions qui permettent de trouver un consensus, de trouver un accord. Collectivement, je crois que tout le monde n'est pas à la hauteur. Commençons par l'État d'abord. Historiquement, le dossier calédonien a toujours été géré par Matignon. Il y a eu des gens très bien qui ont géré le dossier, Rocard, Jospin, Valls. Le dernier en date, c'était Édouard Philippe. Depuis, c'est parti à l'outre-mer, maintenant c'est au ministère de l'Intérieur. Et je ne dis pas que Gérald Darmanin n'a rien fait. Il a mouillé la chemise, il est venu un nombre incalculable de fois en Nouvelle-Calédonie. Le FLNKS aussi. 88 et 98, il y a eu des présidents. Jean-Marie Thibault, Rocco Mitan. Aujourd'hui, nous n'avons plus de président. Du côté des non-indépendantistes, c'est la même chose. Nous avons eu Jacques Lafleur en 88 et 98. Aujourd'hui, nous avons 3 formations politiques. Il y a le clan de Sonia Baquès, le clan de Philippe Gomez et le clan de Georges Naturel. Et tout ça dans une crise économique et sociale. Alors, l'éveil océanien a permis en 2021 que les indépendantistes accèdent au pouvoir et constituent ce qu'on appelle une majorité océanienne. Lorsque la chef de file des loyalistes dit que la majorité indépendantiste n'est pas légitime, mais elle est antidémocratique, est-ce que vous vous sentez visé? Moi, ce qui est sûr, c'est qu'eux nous visent. C'est qu'eux nous visent en parlant d'illégitimité. Moi, j'ai dit qu'il faut faire attention, il faut être prudent, parce que ça, c'est de la communication politique. Les partis sont déjà en train de préparer les élections provinciales. Il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est de trouver un accord politique. Et d'ailleurs, pourquoi on serait illégitime? J'ai entendu certains des collègues dire « Vous êtes illégitime parce que les Calédoniens ont répondu 3 fois non à l'indépendance ». Mais si on continue ce raisonnement, vous prenez par exemple la commune de Kawa, 70% des gens ont voté non, ont voté oui à l'indépendance. Donc ça voudrait dire que Alcide Ponga, qui est maire de Kawa, n'est pas légitime. Ce serait totalement abusé. Et puis de toute façon, c'est 2 votes qui sont totalement différents, le référendum et les élections provinciales. La preuve, c'est même 2 corps électoraux différents. D'autres disent, oui, c'est la répartition des sièges au Congrès. Moi, il me semble que personne n'a contesté les résultats des élections du 12 mai 2019, qui a donné cette répartition aujourd'hui au Congrès. La vérité, c'est que si les non-indépendantistes ne gouvernent pas aujourd'hui dans notre pays, c'est tout simplement parce qu'ils sont divisés et qu'ils sont incapables de s'entendre. Alors vous dites que c'est la seule majorité possible au Congrès qui a le courage de mener des réformes impopulaires, cette majorité océanienne. La nouvelle taxe sur le carburant pour soutenir l'équilibre du système électrique pour sauver Enercal, parlons-en, c'est combien qui est pris dans la poche du consommateur? Le projet de texte que le gouvernement a proposé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie l'année dernière, c'était 20 francs par litre. Ce qui représente grosso modo sur une année 50 000 francs pour chaque consommateur. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver Enercal. Enercal achète son énergie à 42 francs et est obligé de la revendre à 35 francs. Il y a un déficit structurel. On a essayé d'y remédier en augmentant progressivement le tarif de l'électricité, mais la crise de l'Ukraine est venue surenrichir les matières premières, ce qui nous fait aujourd'hui qu'il nous faut 5 milliards aujourd'hui pour sauver Enercal. Sinon, on va arriver à un déficit de 18 milliards au mois de juin. Alors nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est de dire que les Calédoniens, eux seuls, ne peuvent pas être les seuls contributeurs. Donc on a renvoyé le texte, on a adopté une délibération cadre pour dire voilà les autres pistes qui permettront d'abonder Enercal. Et le gouvernement revient avec le même projet de texte avec 20 francs par litre maximum pour les Calédoniens. Nous disons tout simplement non. Il est hors de question de faire ça. Et d'ailleurs, en mars 2022, au plus fort de la crise du carburant, nous avons, à l'éveil océanien, déposé un texte sur le bureau du Congrès pour parler justement des exonérations de taxes sur le carburant. 5 à 7 milliards. Qui est bénéficiaire? Essentiellement le secteur de la mine et de la métallurgie. Alors, autre actualité chaude, c'est le dégel du corps électoral qui a été amendé et validé en première lecture au Sénat. Et vote solennel toujours par le Sénat le 2 avril. On ne vous a pas entendu sur la question, mais je crois savoir que vous émettez des réserves sur les 10 ans glissants. Écoutez, déjà, nous, l'éveil océanien, le projet qu'on porte, on ne prend pas de ce bout-là.
pas de dire qui doit voter aux élections provinciales, qui doit voter au référendum. Nous, on a posé la question dans l'autre sens. Quel est le projet politique qui puisse être partagé entre les non-indépendantistes et les indépendantistes? Si on répond à cette question, alors on pourra répondre à la question des élections provinciales et du corps électoral pour les élections référendaires. Maintenant que ce n'est pas le bout par lequel on prend, quelle est la position de l'éveil océanien? Les non-indépendantistes disent la Constitution française, c'est un homme, une voix, c'est le droit, donc le corps électoral doit être dégelé, et 10 ans, c'est déjà dérogatoire. Donc ça, c'est le droit. Les indépendantistes disent mais les accords de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa sont des accords de décolonisation, point de décolonisation s'il n'y a pas eu colonisation. Ça, c'est l'histoire. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qui gagne entre le droit et l'histoire? D'après vous, Thérèse, aucun des deux. L'éveil océanien dit que c'est le consensus qui doit gagner. Alors justement, d'après vous, maintenant que les positions sont aussi tranchées, qu'est-ce qui peut se passer? Aujourd'hui, on a essayé toute forme de discussion. Je rappelle qu'il y a eu des bilatérales avec l'État, ça a capoté. Il y a eu ensuite des trilatérales, ça n'a pas fonctionné non plus. Nous sommes passés à une autre étape qui sont les discussions locales calédoniennes. Et j'entends même le FLNKS de dire on désavoue Gérald Darmanin. On veut une médiation. On veut une médiation, une mission de dialogue. Moi, j'y crois encore aux discussions locales, parce que je crois qu'on n'est pas très loin d'obtenir un consensus. Alors justement, suspendre la procédure constitutionnelle, c'est ce qu'on entend aussi quelque part, et revenir entre vous, politiques calédoniens, autour de la table et discuter et arriver à construire un accord global, est-ce que ça, c'est possible à l'heure actuelle? Moi, j'y crois fermement, Thérèse, parce que je suis un éternel optimiste, a fortiori aujourd'hui, parce que c'est, d'après les sujets qu'on vient de voir, c'est le jour de la Pâque, c'est la résurrection du Christ, c'est le passage de la mort à la vie. Je veux croire qu'il y a une sorte de pacte politique qui puisse arriver et que mes camarades puissent renaître à la hauteur des enjeux de notre pays. Alors, la semaine qui vient risque d'être aussi tendue que celle qu'on a connue. L'examen du pacte nickel arrive au Congrès et s'il est validé, doit habiliter le président du gouvernement à le signer. Pensez-vous qu'il y aura une majorité pour cela? Bon, déjà, sur le pacte nickel, deux choses. Sur la forme, d'abord. Je suis assez surpris parce que le gouvernement central a réuni tout le monde, les provinces, les industriels, les petits mineurs, le gouvernement, pour sortir ce pacte. Et puis au final, ce sont les élus du Congrès qui doivent se positionner dessus alors qu'ils n'ont participé à aucune discussion. Sur le fond, c'est quoi l'histoire? Il faut sauver les trois industriels. Rendre sexy Prony Ressources et KNS, et puis surtout sauver la SLN. Ce qui me dérange profondément dans ce pacte, c'est lorsqu'on demande que les Calédoniens doivent mettre 8 milliards au pot. Et là, nous sommes formellement opposés. Pourquoi? Les Calédoniens ne sont pas responsables de la situation de ces entreprises. Deux, les Calédoniens ont déjà donné la dépense fiscale, c'est-à-dire ceux que les entreprises doivent payer. Et je cible simplement les métallurgistes et les miniers. Ce qu'ils doivent payer par an, c'est entre 15 et 20 milliards. Ils ne le payent pas. Trois, le portefeuille des Calédoniens est à bout de souffle. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il est hors de question pour nous que les Calédoniens mettent 8 milliards. Alors, quel est le risque maintenant si le président n'obtient pas l'habilitation du Congrès? Est-ce qu'il y a un risque politique? Le risque, c'est d'abord que le pacte nickel ne soit pas signé. Ce sont aussi que l'État ne mette pas des sous pour le chèque énergie. 3, le risque, c'est que les industriels, finalement, se disent, finalement, on va partir. Et puis 4, c'est des milliers d'emplois qui sont en jeu. Alors, le risque politique, c'est le président Mapou lui-même qui l'a dit, en cas de non-habilitation par le Congrès pour le président du gouvernement de le signer, alors il démissionnerait de son poste du gouvernement. Et donc de là, on va rentrer dans une crise politique encore plus politique. Alors très rapidement, M. Toukoumoli, je vous demande d'être assez bref. Vous vous dites d'un naturel optimiste et votre parti se positionne comme la troisième voie qui dépasse les clivages. D'après vous, cette troisième voie est encore audible? Totalement audible et indispensable, je dirais. Vous savez, dans notre pays, il y a deux couleurs. C'est tout simplement soit vous êtes dans la République, soit vous êtes en dehors de la République. Je crois que c'est indispensable d'offrir une nouvelle voie. Tout ce qu'on propose, c'est tout simplement d'être avec la République. Milakoulo Toukoumoli, je vous propose maintenant d'écouter les questions des internautes. Vous êtes favorable à l'indépendance, mais plus tard, en attendant, par souci démocratique, pourquoi ne pas évoluer vers les loyalistes? Déjà, on est favorable à l'indépendance plus tard avec la France, c'est ce que j'ai dit précédemment. Deux, pourquoi ne pas revenir vers les loyalistes?
ben, on l'a déjà fait par le passé. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut une majorité pour gouverner, et les non-indépendantistes sont divisés et ils n'arrivent pas à s'entendre, tout simplement. Et pensez-vous, deuxième question, pensez-vous rester faiseur de roi quand le dégel du corps électoral sera passé en Nouvelle-Calédonie? On n'a jamais voulu être faiseur de roi. D'ailleurs, j'ai toujours dit qu'on était plutôt des faiseurs de démocratie. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de grandir, et c'est donc d'être un groupe politique, c'est-à-dire 6 élus au Congrès au moins pour les prochaines élections. Alors justement, parlons-en des prochaines élections. L'éveil océanien présentera-t-il une liste en province sud au provincial Oui, 2024? absolument. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas penser aux élections aujourd'hui. C'est une conséquence des élections. Il faut trouver un accord politique pour offrir des perspectives aux Calédoniens, et c'est ce qu'on s'y attelle à faire. Et justement, cet accord politique, est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre jeudi, justement, et aujourd'hui? Est-ce que, d'après vous, les gens sont en train de discuter pour dire non, il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Je ne sais pas. J'espère que demain, les gens comprendront qu'ils ont franchi la ligne rouge. Et j'espère qu'ils sortiront des postures. Parce qu'en vérité, je crois qu'il ne manque pas grand-chose. Les deux sujets, on les connaît. C'est le consensus sur le corps électoral et c'est le consensus sur les modalités de déclenchement de l'autodétermination. Et moi, j'y crois. Il ne manque pas grand-chose, à condition de sortir des postures politiques et d'arrêter de préparer les élections provinciales. Dernière question, on est le programme initial de l'éveil océanien avant que vous ayez écrit avant d'être élu. Oui, mais le programme, il existe toujours. En vérité, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on peut faire. Quand on est arrivé dans les institutions, quand on a compris l'état, la difficulté de la marche à gravir, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il faut empêcher déjà la collectivité de Nouvelle-Calédonie de couler. Nous avons un REAM déficitaire, 10 milliards, Enercal qui demande à avoir des sous, la CLR, nos comptes sociaux sont en faillite totale. Donc aujourd'hui, le programme politique, il est là. Il devait se dérouler si la Calédonie était dans de meilleures conditions. Nous constatons malheureusement que c'est pas l'état de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et nous le regrettons. Milakolo Tukumuli, merci d'avoir accepté notre invitation.